L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour donc Luc Châtel, nous sommes à 5 jours de l'élection pour la présidence de l'UMP, cet après-midi donc conférence de presse de François Hollande. Ce matin dans le Figaro, un grand entretien avec Patrick Buisson, alors je le cite parce qu'il faut toujours être précis, nous aimons ça avec Gilles. Chaque jour du mandat de François Hollande rend la comparaison avec Nicolas Sarkozy un peu plus cruelle. Est-ce que vous partagez son point de vue ? Oh, certainement. Si l'on compare 6 mois après le bilan de Nicolas Sarkozy et celui de François Hollande, j'ai échangé hier soir avec quelques parlementaires. Finalement, qu'avons-nous fait pendant 6 mois à l'Assemblée nationale ? Alors que dans les 6 premiers mois du président Sarkozy, nous avions déjà transformé en profondeur l'université, nous avions voté le service minimum, nous avions défiscalisé des heures supplémentaires. Donc il y avait déjà des marqueurs forts d'une politique avec un vrai cap, avec une vraie cohérence. Ce qui manque aujourd'hui, c'est précisément cela. Il va vous répondre cet après-midi, d'ailleurs, les ampoules à venir, parce que c'est ce que disait Guillaume Tabar. L'idée, c'est de faire la pédagogie, ce qui a déjà été fait, et il y a un certain nombre de choses qui ont été faites et qui étaient déjà dans les 60 propositions. Oui, alors j'ai entendu déjà les éléments de langage qui ne devaient pas exister. On nous avait expliqué qu'il ne fallait pas d'éléments de langage. J'ai entendu les éléments de langage de l'Élysée expliquer depuis ce matin que cette conférence de presse avait pour objectif de montrer qu'il n'y avait pas de reniement. Mais le principe même de cette conférence de presse est un reniement, puisque François Hollande, lors du débat télévisé avec Nicolas Sarkozy, avait expliqué aux Français, moi, président de la République, je n'inviterai pas les journalistes à l'Élysée. Il y aura 400 journalistes à l'Élysée tout à l'heure. Et finalement, au bout de 6 mois, on s'aperçoit que François Hollande est dans le reniement permanent. Regardez la façon dont il a décidé de faire d'Harlem Désir le premier prioritaire du Parti Socialiste. Il nous avait expliqué, moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité. Regardez la façon dont il refuse de mener de grands débats sur des sujets aussi importants que l'énergie, le mariage homosexuel ou encore la question du droit de vote des étrangers aux élections locales. François Hollande nous avait expliqué, moi, président de la République, je lancerai de grands débats. Chiche, Monsieur le Président. Lancez ces grands débats. Nous en avons besoin. Alors justement, on va en parler toute la matinée et cet après-midi lors de la conférence de presse et puis demain matin. Mais Gilles, nous enchaînons car tous ces sujets sont évidemment passionnants. Sur la politique économique, Luc Châtel, notre confrère Le Monde, titrait hier soir « Le virage économique ». Est-ce que vous êtes de François Hollande? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous estimez que, suite au rapport Gallois et suite aux décisions du gouvernement, au fond, François Hollande là montre un cap plutôt social-démocrate qui, au fond, vous conviendrait mieux? Je parle pour la France. Alors, je suis moins optimiste que le titre du Monde. Je constate indiscutablement qu'il y a un virage, puisqu'il y a un renoncement, un reniement. C'est le même François Hollande qui nous avait expliqué qu'il contestait l'idée même de l'augmentation de la TVA qui était antisociale. Je me souviens de Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, dénonçant la TVA anti-délocalisation que nous avions mise en place. Ce sont les mêmes qui aujourd'hui la mettent en œuvre. Donc c'est un virage que moi-même je mets à leur crédit. En ce qui concerne, je mets à leur crédit. Donc là vous êtes plutôt content. Simplement, je vais plus loin. Moi je conteste les réponses qui sont mises en œuvre au rapport Gallois. Parce que je pense que plutôt que des mesures qui sont des mesures conjoncturelles en quelque sorte, je parle du crédit d'impôt, le gouvernement refuse de mettre en place des mesures structurelles qui apporteraient un souffle à l'économie française quotidien en matière de compétitivité, à savoir la baisse des charges. Donc, encore une fois, le gouvernement est dans la demi-mesure, alors que nous aurions besoin d'aller vite et loin, il tergiverse parce qu'il a à gérer une partie de sa majorité. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de majorité, puisqu'on voit que le groupe communiste vote contre le budget au Sénat, et qu'on voit que les Verts sont en train de se poser la question s'ils vont sortir du gouvernement avec l'assentiment du président de la République. Mais Luc Châtel, vous avez une mémoire politique importante. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec François Mitterrand? C'était lors d'une conférence de presse en 84 qu'il est passé à la rigueur, et les communistes qui étaient là au début du gouvernement, ils n'étaient plus là après. Donc je ne dis pas que c'est l'histoire de la gauche qui se répète, mais c'est l'histoire de l'habileté politique de grands élus de gauche qui font une campagne électorale sur un thème et qui gouvernent après autrement. Avons-nous besoin d'habileté ? La réponse est non. Nous avons besoin d'efficacité. Nous avons besoin de dirigeants courageux. Nous avons besoin de dirigeants qui sont en phase avec le message qu'ils ont diffusé auprès des Français. La politique moderne, c'est quoi?
c'est avoir le courage de faire une analyse objective de la situation. François Hollande ne l'a jamais fait. Il a nié l'existence même de la sur crise. la TVA, ils vont vous dire que c'est quelque chose que vous avez inventé lors de la campagne électorale et que vous n'avez jamais mis en place. Il y avait la possibilité pour Nicolas Sarkozy, puisque ça avait été évoqué lors de précédentes élections, de proposer la mise en place de cette installation de la TVA bien avant. Alors la TVA, délocalisation, elle avait été votée. Elle avait commencé à être mise en œuvre. Ce qui était courageux, parce que augmenter la TVA à quelques mois des élections, c'était courageux. Et pourquoi pas 2 ans avant alors peut-être aurions-nous pu la mettre en place 2 ans avant. Simplement, il ne faut pas oublier une chose. C'est ça l'argument de Hollande. Oui, c'est peut-être l'argument. Enfin, c'était pas le même argument qu'il a utilisé pour la campagne. Le rapport Gallois était également sévère pour la gestion précédente. En même temps, il souligne l'intérêt de politiques publiques qui ont été menées depuis 5 ans. Je pense notamment au crédit impôt recherche. Je pense à ce qui a été fait en matière de pôle de compétitivité. Indiscutablement, le gouvernement avait été dans la bonne direction. Alors, est-ce qu'il avait été assez loin ? On ne va sans doute jamais assez loin. Mais n'oublions pas une chose, c'est que quand vous avez une crise qui vous tombe dessus, ou je rappelle qu'en 2008-2009, nous avons eu tout d'un coup un tiers de recettes de l'État en moins. Un tiers de recettes de l'État en moins. Quand vous avez un cataclysme de ce plan, il est très difficile de mettre en œuvre des réformes structurelles comme celle-ci. Gilles Leclerc, que vous connaissez bien, 6 mois de Vincent Peillon, ministère de l'Éducation, vous en pensez quoi? Quelle note vous pourriez lui mettre? Au fond, on n'a pas l'impression que les professeurs soient finalement très mécontents. Ça a l'air de se passer plutôt pas trop mal. Oh, vous savez, je ne suis pas sûr que ce soit le bon angle parce que nous avons réformé pendant 5 ans et il n'y a jamais eu aussi peu de mobilisation et de grève auprès des enseignants. Donc je ne suis pas sûr que ce soit le principal indicateur. Non, comme sur les autres sujets, je ne sens pas véritablement un cap. Je vois même des contradictions. Monsieur Peillon nous explique que les petits Français sont ceux qui travaillent le moins. Et la première décision, c'est d'allonger les vacances de la Toussaint, ce que tous les parents d'élèves n'ont pas très bien compris ces 2 dernières semaines. On voit bien qu'aujourd'hui, le gouvernement sur l'éducation est pris entre plusieurs feux. Satisfaire sa base électorale, qui c'est vrai l'a plutôt soutenue dans le cadre de la campagne des élections présidentielles et législatives, et puis de l'autre, mettre en œuvre des réformes en profondeur qui doivent nous permettre de moderniser notre système éducatif. Donc sur cette question, on ne voit pas encore véritablement le cap. Et moi j'attends avec impatience la loi sur l'école, la refondation de l'école, pour voir quel sera le cap qui sera fixé par le gouvernement. Luc Châtel, mettons les pieds dans le plat. Est-ce que la différence entre François Fillon et Jean-François Copé que vous soutenez n'est pas la porte ouverte ou fermée à Nicolas Sarkozy? Nous avons reçu avec Gilles Bernard Debré la semaine dernière qui disait qu'il faut tourner la page. Roselyne Bachelot dit que si jamais il revenait, elle ne voterait pas pour lui, ou probablement pas pour lui. Donc est-ce que c'est pas ça, finalement, la différence de fond? Avec vous, il revient. Avec François Fillon, c'est terminé. C'est une des différences, vous avez raison. Je pense que c'est important qu'avant de voter, les militants sachent que sur cette question, il y a effectivement des points de vue différents entre François Fillon et Jean-François Copé. Vous avez rappelé que ces jours-ci, un certain nombre de soutiens forts de François Fillon ont clairement dit qu'il fallait tourner la page de Sarkozy. Ça n'est pas notre point de vue. Et Jean-François Copé a toujours dit que si Nicolas Sarkozy prenait la décision de revenir, eh bien, il faciliterait cette décision et il se mettrait au service de Nicolas Sarkozy. Donc oui, c'est une des différences. C'est pas la seule. C'est pas la seule. Ouais. Mais comme j'ai entendu par exemple l'autre jour François Baron expliquer que toutes les élections avaient été perdues sur la stratégie de Patrick Buisson, qui d'ailleurs s'exprime ce matin dans le Figaro pour défendre cette stratégie et soutenir donc Jean-François Copé, en expliquant que les municipales, les régionales, les législatives et les présidentielles avaient été perdues sur cette base finalement. Est-ce que ce n'est pas quand même un argument qui doit faire réfléchir pour la droite qui veut revenir au pouvoir? D'abord, François Baron oublie une chose, c'est que nous avions quand même gagné une élection qui n'est pas négligeable, c'est l'élection présidentielle, l'élection législative. Oui, depuis. En 2007, mais l'UMP existait déjà, et cette stratégie avait été mise en œuvre par Nicolas Sarkozy. En 2007, c'est la première fois en 30 ans qu'une majorité a été reconduite dans notre pays. Elle l'a été sur cette stratégie. Si un certain nombre de mes amis qui partageaient les orientations du gouvernement de François Fillon n'étaient pas d'accord avec cette ligne, ils pouvaient, au moment par exemple du discours de Grenoble, quitter le gouvernement, se désolidariser. Ils ne l'ont pas fait. Oui. Donc j'imagine qu'ils ont adhéré. On voit bien que ce matin, Gilles va enchaîner, on voit bien que ça se durcit quand même. À 5 jours, c'est en train de se durcir considérablement. Je pense qu'il est temps que ça se termine. Voilà. En même temps, je pense que c'est bien que les militants voient qu'il y a une différence entre Fillon et Copé. Il n'y a pas qu'une différence. Mais vous, par exemple, vous avez été ministre de François Fillon, vous soutenez Jean-François Copé.
Vous avez dit tout à l'heure, mais il y a des différences, d'autres différences. S'il y en avait une seule à mettre vraiment en exergue ce matin, vous prendriez Je laquelle? pense qu'il y a une différence de personnalité. On voit bien que, indiscutablement, Jean-François Copé, j'allais dire, a plus envie. C'est-à-dire que Jean-François Copé, il considère qu'il faut aujourd'hui une opposition qui soit tonique, active, frontale, qui est une attente forte. Le discours de François Fillon hier soir, par exemple, était assez tonique. Oui, enfin, excusez-moi, mais il y a les Il a même dit discours. qu'il n'avait pas des leçons de fermeté à recevoir. Oui, il y a les discours et puis ensuite les actes, la pratique. Jean-François Copé, c'est un homme de terrain, c'est un homme hyperactif qui fait 3 déplacements par jour. Dans les prochains mois, nous aurons besoin d'un président qui va aller au contact des militants, qui va aller détecter les talents pour les prochaines élections, Fillon n'est pas qui va aller capable de le arbitrer dans des fédérations. Eh bien, Jean-François Copé, il a montré qu'il savait faire ce travail. Il a montré que ça fait 2 ans qu'il est secrétaire général. Et si vous voulez, c'est ça la différence, c'est que Jean-François Copé, à mon sens, il est le plus à même de rassembler l'UMP. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il était capable de le faire. Il a montré que dans la campagne présidentielle, eh bien, il pouvait rassembler toutes les sensibilités et créer une dynamique. Ensuite, il est le garant, à mon sens, de l'expression des différentes sensibilités. Oui, c'est ça. Comment répare-t-on après? Parce que Guillaume le disait très bien il y a un instant, ça se durcit. Comment on répare et on pense un peu les plaies après cette élection? D'abord, modérons façon. nos propos. Si vous voulez, quand les socialistes s'étripent pendant 3 mois au moment de la campagne des primaires, vous nous expliquez que c'est le jeu du débat démocratique, que c'est la saine émulation des idées, et quand il y a 2 candidats à la présidentielle, c'est la division qui sera fatale à la droite. Donc relativisons les choses. Moi j'ai entendu les 2 candidats nous expliquer que dimanche soir, tout le monde serait rassemblé derrière le président élu. Ce sera le cas. J'allais utiliser une métaphore littéraire. Est-ce que la droite en France peut se reconstruire sur une histoire à la Monte Cristo, c'est-à-dire un personnage qui est dans une sorte de semi-retraite rue de Miromesnil et qu'on attend, parce que si jamais pour des raisons X ou Y, il ne revient pas, parce que ces raisons personnelles peuvent exister, tout miser sur son retour, parce que c'est ça l'histoire de Copé. C'est quand même un risque monumental. Ah non. L'histoire de Copé, c'est pas de tout miser sur le recours de Sarkozy. Bon, enfin, quand même. Non, c'est s'il décide de revenir, de tous les jeunes Pelletier et de favoriser, oui. Ils sont et ça, c'est important. Ouais. Mais l'UMP, l'exercice même que nous faisons, c'est-à-dire le débat qui a lieu, qui est sans précédent et qui fait honneur à notre famille politique. Moi, je considère, j'étais encore hier soir à Laval, quand je vois la qualité des débats sur le terrain dans les fédérations, je trouve qu'ils font plutôt honneur à notre famille politique. Vous ne répondez pas à la question. Mais je vais répondre. Parce que dans un septennat, il y avait la cohabitation qui permettait de déstresser politiquement. Là, on est dans le quinquennat, et les quinquennats ou les élections à 4 ans, comme aux États-Unis, le sortant est sorti, et pardonnez-moi l'expression, il dégage, il ne revient jamais. Non, mais pour revenir à votre question, c'est une question, c'est pas une question agressive, c'est une question de réflexion. Je ne l'entends pas comme agressive. Nicolas Sarkozy, il faut respecter son choix et sa décision. Il a pris une décision très digne devant les Français. Mais ambigu. Il leur a dit, je prends du recul, je me retire de la vie publique. Respectons-le. Mais jusqu'à quand? Et c'est jusqu'à quand vous l'avez entendu prononcer un autre discours, autre chose? Donc moi, je ne suis pas le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Personne aujourd'hui n'est le porte-parole de Nicolas Sarkozy. Pourquoi miser sur cette porte ouverte? Quel est l'intérêt pour vous? Mais parce que nous considérons que Nicolas Sarkozy a démontré ses capacités à diriger notre pays dans un moment difficile et qu'aujourd'hui, on aurait bien besoin de lui. Alors ensuite, la question est de savoir ce que lui veut faire. Et c'est à lui de décider. Il n'a pas besoin. Non, parce que il nous prendra en otage si nous décidions, par exemple, d'attendre, de renouveler nos instances. Non, nous avançons, nous organisons notre parti, nous allons élire notre président, nous allons définir notre ligne politique avec le vote des motions. Et puis ensuite, nous verrons. Nous avons 3 ans pour travailler. Mais respectons la décision et le choix de Nicolas Sarkozy. Gilles Leclerc. Vous venez de dire on a 3 ans pour travailler, mais est-ce que vous ne craignez pas tout de même que le 19 novembre, le lendemain de l'élection, déjà la primaire à droite pour la présidentielle démarre tout de suite et peut-être un peu trop tôt par rapport à ce qu'il faudrait faire pour le pays? Non, d'abord, si vous voulez, je considère que les avancées démocratiques au sein de notre parti sont fondamentales et personne ne pourra plus jamais les enlever. Je vous disais à l'instant, nos militants, ils apprécient. C'est-à-dire que la vie en courant, etc., c'est ça. Mais moi, je ne regrette pas l'époque où le secrétaire général de notre mouvement était acclamé à main levée sur la base d'une candidature unique. Moi, je pense que c'est une bonne chose qu'il y ait un débat sur la présidence et un débat sur la ligne politique. Et il faut expliquer, je le fais tous les soirs à nos militants, qu'ils revoteront dans 3 ans pour renouveler leur équipe et ensuite ils voteront en 2016 pour choisir leur candidat à la présidentielle. C'est une bonne chose, il faut assumer les débats. Peut-être que par le passé, nous n'avons pas suffisamment assumé l'idée même qu'il fallait débattre au sein de notre famille politique. Moi, je préfère les débats en interne que les petites phrases en externe. Je préfère organiser
la sensibilité, les différences de sensibilité qui sont une richesse au cœur de l'UMP. Moi, je défends une motion France moderne et humaniste qui est l'idée d'un humanisme libéral. Eh bien, il faut assumer ces idées plutôt que on se rétrécisse et que l'UMP soit un parti caporalisé. Je ne veux pas d'une UMP caporalisée. Merci Luc Châtel d'être venu ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Merci à Sénat. vous. Bonne journée à vous, Gilles, bonne journée. On se retrouve évidemment demain pour commenter donc la conférence de presse de François Hollande. Dans une seconde, le rappel des titres.